Bonjour à tous, bienvenue au musée de Picardie pour découvrir l'exposition Albert Maignan, un virtuose à la belle époque, qui se déroulera jusqu'au 4 janvier 2026. Dans cette exposition, vous aurez donc l'opportunité de découvrir la carrière du peintre Albert Maignan, qui est un des artistes majeurs du Paris 1900, qui a déployé tout son talent dans les expositions, au Salon, à Paris, et puis également qui a été un très grand décorateur, puisque comme on va le voir, il a réalisé le décor de grands bâtiments publics de la ville lumière de cette époque. Cette exposition, nous l'organisons ici à Amiens parce que cet artiste, à la fin de sa vie, a décidé de nous léguer son fonds d'atelier, c'est-à-dire des centaines de peintures et de dessins préparatoires qu'il a réalisés tout au long de sa carrière, et puis également son extraordinaire collection d'objets grecs, romains, égyptiens, mérovingiens, médiévaux, une collection extraordinaire qui a transformé à jamais la physionomie de notre musée. Cette exposition, elle va vous proposer de découvrir surtout sa carrière de peintre, qui est aujourd'hui méconnue, mais qui a été un des artistes majeurs du Paris 1900. Notre parcours démarre ici, dans le grand salon du musée de Picardie, qui a été aménagé en 1890, alors que la collection était déjà pléthorique et qu'il fallait aménager un grand espace et de grands murs pour accueillir de très grands tableaux. Et notre propos commence avec cette immense toile d'Albert Maignan, Les Voix du Tocsin, présentée en 1889 à l'exposition universelle à Paris. Ce tableau a rencontré un grand succès au salon, à l'exposition, et il est acheté par le gouvernement. Le gouvernement décide de déposer ce tableau dans le musée d'Amiens qui venait d'aménager ce très grand espace qui, comme vous le voyez, était vraiment propre à accueillir d'immenses toiles. C'est un tableau dans lequel l'artiste a voulu représenter le son d'une cloche monumentale, puisqu'on voit des génies qui sortent en hurlant de cette forme immense qu'est cette cloche en haut à droite. C'est un tableau sur lequel l'artiste a travaillé pendant 8 ans, c'est celui pour lequel il s'est donné peut-être le plus de peine, nous raconte-t-il. Eh bien, lors de l'arrivée du tableau à Amiens, l'artiste arrive dans notre ville, il découvre notre musée et il est très heureux de la réception qui est donnée à ce tableau, de l'enthousiasme du public, de l'enthousiasme des édiles de la ville. Et c'est à partir de cette date qu'il va s'attacher à notre ville, soutenir le musée, il va même faire partie de la commission du musée. Et finalement, à la fin de sa vie, il décidera de léguer toute sa collection et tout son fonds d'atelier. Donc c'est vraiment avec ce tableau, Les Voix du Tocsin, que démarre l'histoire qui lie le musée de Picardie et la figure d'Albert Maignan. Alors il faut avoir à l'esprit que ce tableau a eu une histoire assez tourmentée, puisque en 1918, au moment du bombardement de notre établissement, ce tableau a dû être roulé, mis sur un rouleau pour être évacué et conservé, et il a passé un siècle sur ce rouleau jusqu'à être restauré en 2015. Ça a été une redécouverte incroyable qui vous permet déjà de vous faire une idée du talent de cet artiste. Alors nous nous trouvons face à peut-être le dernier tableau de la carrière d'Albert Maignan. C'est un autoportrait où on le voit se représenter aux côtés de sa femme, Louise Larivière. Alors c'est un personnage fondamental pour notre histoire, Louise Larivière. C'est la fille d'un peintre, Philippe Larivière, grand peintre romantique, élève de Girodet, qui a donné de très nombreux tableaux pour le château de Versailles de Louis-Philippe, la galerie des batailles, la galerie des croisades. Et Albert Maignan donc épouse cette femme dans les années 1870. Et tous les deux, ils vont former un couple assez fusionnel. Elle va être un soutien très fort dans sa carrière. Elle est elle-même pastelliste et brodeuse. Elle expose ses productions au Salon des artistes français, aux côtés de son mari. Et c'est un couple qui n'aura pas d'enfants, mais qui va par contre constituer une très riche collection. D'ailleurs, c'est amusant de voir dans le tableau qu'entre Albert Maignan et son épouse Louise Larivière, il y a
une très belle statue médiévale qui fait d'ailleurs aujourd'hui partie des collections du musée de Picardie. Donc c'est un tableau un peu mémorial à la veille de la mort d'Albert Maignan et on les voit donc dans la villa de Saint-Prix qui était une très belle villa qui existe encore aujourd'hui dans le Val d'Oise, qui était le lieu de villégiature de cette famille où Maignan et son épouse accueillaient notamment leurs élèves. Maignan a eu de très nombreux élèves dont il prenait soin vraiment comme un père et Louise comme une mère puisque ce couple n'a pas eu d'enfants. Ce tableau nous est prêté par le musée du Mans et il a été achevé par un des élèves de Maignan, Gaston Guédy, puisque le peintre n'aura pas l'occasion de terminer cette toile. Le tableau, il nous permet aussi de voir à quoi ressemblait Albert Maignan. Donc vous voyez un peintre en redingote, portant la cravate, donc un personnage vraiment élégant, puisqu'il s'agissait vraiment d'un bourgeois qui avait réussi, qui s'était vraiment enrichi par sa carrière, qui avait remporté des brevets, des diplômes, la médaille de 3e classe, de 2e classe, de 1re classe au Salon, la Légion d'honneur, la médaille d'or pour les Voix du Tocsin qu'on a vu tout à l'heure. Donc un artiste qui était célèbre, qui était fameux et qui faisait partie du tout Paris de la Belle Époque, que l'on retrouvait dans des réceptions à l'Élysée, au Quai d'Orsay, dans les ministères, qui remportait de grandes commandes du gouvernement et donc que l'on voit ici au terme de sa vie comme un artiste qui a vraiment réussi. Alors nous nous trouvons donc dans une première section qui va nous permettre de découvrir les tout débuts du jeune artiste. Donc Albert Maignan est né en 1845 à Beaumont-sur-Sarthe. Il est originaire donc de cette région autour du Mans. Son père est notaire et donc il étudie à l'école puis au lycée à la ville du Mans. Et il va présenter assez vite de très bonnes dispositions pour le dessin et vraiment un plaisir dans l'exploration de sa ville, notamment de ses parties les plus pittoresques. On voit ici un ensemble de dessins qui nous montrent des monuments, des rues, des vieilles pierres. C'est vraiment le goût du patrimoine qui se manifeste déjà chez le jeune Maignan qui n'a pas encore 20 ans. On le voit aussi à travers ces très jolies petites peintures, notamment cette magnifique représentation d'un bénitier dans la cathédrale du Mans, où l'on voit le sens de Maignan, son goût pour la peinture sur le motif. C'est un petit tableau qui a été réalisé directement face à cet objet et son sens du cadrage. Le cadrage est vraiment très beau, il met en évidence cet objet sur un grand mur médiéval. Maignan se rend à Paris pour faire son droit dans la suite de son père, mais évidemment, comme toujours à cette époque, les jeunes gens ne veulent pas faire leur droit, ils veulent devenir soit peintre, soit poète. En l'occurrence, pour Maignan, ce sera la peinture. Il fréquente l'atelier de Isabey, notamment, le paysagiste romantique, et de Jules Noël, un grand peintre de marine, qui vont l'encourager à peindre sur le motif, à réaliser des excursions, notamment en Normandie, où il va déployer ses talents, et au début de sa carrière, donc, dans le paysage. Mais comme on va le voir, ce ne sera finalement pas la voie qu'il va suivre. En tout cas, dans ses peintures, on voit déjà le goût de Maignan pour l'histoire, pour les monuments, pour le passé historique qui va très largement nourrir sa production. Alors nous nous trouvons devant le premier grand succès d'Albert Maignan. Comme on l'a dit, notre artiste donc se forme dans le monde du paysage, mais finalement c'est vraiment la peinture d'histoire qui va être son grand domaine au début de sa carrière, notamment sous l'influence d'un autre artiste, Évariste Luminet, qui va devenir lui aussi son maître et son modèle. Ce tableau, il représente donc le départ de la flotte normande pour la conquête de l'Angleterre. On est au cœur de l'histoire de Guillaume le Conquérant, qui veut réclamer le royaume d'Angleterre qui lui a été usurpé par son rival Harold. Et donc, on distingue à gauche la flotte normande, les dracars qui sont en train de quitter les falaises de Dives en Normandie. Et puis, à droite, donc au cœur de la composition, les personnages, les familles, les femmes, les enfants, les épouses, les vieillards qui regardent
plein de crainte et d'espoir, cette armée qui est en train de partir. Donc ce tableau, il est présenté au salon de 1874. Maignan commence à exposer en public dans cette grande exposition de l'art contemporain de son époque. Et avec ce tableau, eh bien, sa carrière va vraiment décoller. Les critiques vont se mettre à massivement commenter le tableau, on en a énormément de témoignages dans la presse, et le public également distingue vraiment le talent de cet artiste. Alors qu'est-ce que relève la presse ? On relève notamment un grand talent de Maignan pour reconstituer de manière convaincante un Moyen-Âge lointain, on est quelques années après l'an 1000, on est en 1066, et Maignan, on le voit, a restitué avec beaucoup de délicatesse et de précision la beauté des costumes, la beauté des étoffes, des parures, des différents éléments qui rendent cette toile crédible. Ce qu'on admire également, c'est les talents de poète, de narrateur, de conteur de Maignan, qui est vraiment peintre d'histoire ici, puisque comme vous le voyez, le choix qu'il fait, ce n'est pas de concentrer son image sur les soldats, les guerriers, sur le duc de Normandie, Guillaume, qui sont projetés en arrière, mais au contraire de se concentrer sur les personnages secondaires de l'histoire, les marges, si je puis dire. Non pas les personnages qui partent, mais ceux qui restent. Et justement, montrer les émotions des enfants, des femmes, des vieillards, ça rend cette scène d'autant plus poignante et d'autant plus inquiétante, puisqu'on ne sait pas quelle sera l'issue de la bataille. Donc c'est vraiment ces deux éléments qui vont faire la réputation de Maignan ensuite, tout au long des années 1870 et 1880, lorsque, année après année, il va se distinguer au salon et devenir un des peintres majeurs de la Belle Époque. Nous nous trouvons donc face à deux tableaux d'histoire dans lesquels notre artiste va puiser dans le passé national. Nous sommes dans les années 1880 et Maignan est désormais un artiste célèbre, une des figures marquantes du salon, et il illustre dans ce premier tableau en 1883 Clovis II, le roi des Francs. Alors comme vous le voyez, le roi des Francs, il a seulement 3 ans. Il se trouve sur un trône beaucoup trop grand pour lui. Il porte également des énormes bracelets et il a l'air de ne pas trop savoir ce qu'il fait là. Face à lui, on voit des courtisans, vous voyez notamment des ecclésiastiques qui viennent le vénérer. Et en fait, on se rend compte que toute cette mise en scène, c'est un peu un théâtre qui est orchestré par le personnage de gauche, qui est Ayga. Et vous vous souvenez peut-être, à l'école primaire, lorsqu'on nous apprenait qu'au temps des rois fainéants, chez les Mérovingiens, eh bien ce n'était pas le roi qui commandait, c'était le maire du palais qui avait la réalité du pouvoir. Ce personnage, c'est Ayga, c'est le maire du palais, et comme on le voit, il utilise fièrement le petit Clovis II comme une sorte de marionnette, mais c'est lui, en fait, qui tient véritablement le pouvoir. Donc Maignan nous met en scène ici une sorte de représentation des fils cachés de la politique, c'est un peu une leçon de politique, et surtout également l'artiste déploie un talent incroyable pour reconstituer une époque difficile à évoquer, à savoir l'époque des Mérovingiens, une époque lointaine qui a laissé peu de traces. Et pour ce faire, il va puiser dans des collections de musées pour mettre face à nous un passé national convaincant. Vous reconnaissez peut-être cet objet, vous voyez cette couronne, c'est en fait une couronne que l'on peut voir dans les collections du musée de Cluny, encore aujourd'hui du musée du Moyen-Âge. C'est la couronne visigothique de Recesvinte. Dans la partie supérieure du trône, vous apercevez peut-être 2 têtes de lion sculptées. Ce sont des têtes de lion en cristal de roche que l'on peut voir également au musée de Cluny et qui avaient été trouvées dans une tombe mérovingienne dans la vallée du Rhin. Donc Maignan, comme vous le voyez, est allé piocher dans des objets de musée pour reconstituer une image convaincante du passé national. Ça, c'est une de ses grandes spécialités. Autre tableau, 2 années plus tard, qui s'appelle cette fois-ci Guillaume le Conquérant. Alors comme vous le voyez, dès le départ, on voit un écart assez fort entre le titre et l'image, puisque l'image nous montre un pauvre corps de vieillard décharné
qui vient de rendre son dernier souffle. Que représente ce tableau? Eh bien, la chronique nous raconte qu'au moment où le duc de Normandie et roi d'Angleterre, Guillaume le Conquérant, a rendu l'âme, eh bien, ses domestiques et ses vassaux ont pillé ses richesses, ont pillé ses fortunes dans sa chambre, ont renversé son cadavre et ont quitté la salle en le laissant mort seul. Alors là, encore une fois, vous voyez une leçon de politique, puisqu'on voit ce que devient à la fin de sa vie ce personnage qui était tellement craint et tellement respecté. Et puis, ici, Maignan nous montre donc la solitude du prince et un grand vide. Comme vous le voyez, la moitié de la composition est occupée par un espace vide qui ne fait que mieux souligner la solitude de ce prince. C'est un tableau qui incarne aussi un peu une bascule dans sa carrière, puisque vous le voyez, il a un coloris plus argenté, plus froid, plus lumineux également, et puis une manière de peindre qui est beaucoup plus enlevée. Et ça, on va suivre dans la suite de la carrière de Maignan une liberté de plus en plus assumée dans le pinceau. Nous avons vu de grands tableaux achevés, présentés par Maignan au Salon, achetés par le gouvernement, achetés par les musées de région. Nous découvrons désormais de petits tableaux intimes réalisés par Maignan pour son plaisir. Maignan était un grand voyageur. Chaque année, il se rendait en Europe, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, dans les Pays-Bas. Et il sillonnait les régions pour aller à la découverte du patrimoine, des églises, des monuments, des musées qu'il aimait et qui ont nourri son regard tout au long de sa vie. Et un de ses grands plaisirs, eh bien, c'était de poser son chevalet et de peindre ces petits panneaux que vous avez sous les yeux, qui étaient exécutés en quelques minutes, en à peine plus d'une heure, je pense, et dans lesquels il représentait des points de vue qui lui plaisaient. On l'a vu réaliser cela au début de sa carrière. Ce qui est étonnant, c'est que Maignan a continué pendant toute sa vie ce genre de pratique. Ce sont des œuvres dans lesquelles on sent vraiment la spontanéité de notre peintre. C'est réalisé sur des panneaux. Vous voyez, c'est des panneaux que Maignan emportait avec lui lors de ses voyages. Et donc, nous avons conservé dans notre musée plusieurs centaines de ces panneaux, puisque l'artiste les a vraiment peints pour son plaisir et les a gardés avec lui toute sa vie jusqu'à sa mort. Donc ils sont passés dans les collections du musée de Picardie et donc nous avons fait une sélection d'une soixantaine d'entre eux pour l'exposition que nous avons massivement restaurée. Ça, c'est vraiment une redécouverte de cette expo, la part intime du peintre qui nous surprend au regard des grands tableaux auxquels on s'attend chez Maignan. On découvre aussi un artiste qui réalise ses panneaux pour le pur plaisir de la peinture. Nous découvrons dans cette section un des aspects majeurs de la carrière de notre peintre, c'est son travail de décorateur. On a vu des grands tableaux de chevalet présentés au salon. Nous allons désormais découvrir Maignan qui réalise des décors, c'est-à-dire des peintures qui vont venir trouver leur place dans un lieu spécifique. Ici, vous voyez une maquette que Maignan a réalisée pour le décor d'une église, l'église Notre-Dame de Consolation, qui a été construite sur les cendres d'une catastrophe fameuse de la Belle Époque, l'incendie du Bazar de la Charité. Le Bazar de la Charité, c'était une vente annuelle où se réunissaient de grandes dames de la haute société, ainsi que des religieuses, pour récupérer des fonds pour venir en aide aux plus pauvres. Hélas, en 1897, un terrible incendie se déclare dans ce lieu qui se trouvait Jean Goujon à Paris et va provoquer la mort de plus de 125 personnes, 125 victimes, dont très largement des femmes. On va y retrouver notamment des personnages très fameux de la haute société, par exemple la duchesse d'Alençon qui est la sœur de l'impératrice Sissi. Les familles des victimes décident de construire sur le lieu du drame une église mémorielle et dans laquelle on va solliciter Maignan pour peindre le plafond de cette église. Maignan accepte, même s'il sent que ça va être difficile déjà techniquement, puisqu'il s'agit de réaliser une coupole
illusionniste dans laquelle on va voir des personnages. Ça va être difficile physiquement également, parce qu'il va falloir peindre en se brisant le dos sur un échafaudage. Et ça va être difficile moralement, parce qu'il faut répondre aux attentes, à la peine, à la tristesse de ces familles qui veulent un lieu pour se recueillir et un lieu également qui donne de l'espoir, d'où le nom de cette église, Notre-Dame de Consolation. Alors on a au centre de l'image le Christ en jaune, vous voyez, avec son auréole, et au-dessus de lui on voit la Vierge qui accueille donc les victimes de cet incendie. On retrouve ce principe ici dans cette esquisse de ce détail dans lequel on voit donc des femmes qui émergent des cendres, qui émergent de la fumée et qui portent des robes blanches comme si c'était en quelque sorte des âmes qui sortent de la catastrophe et qui sont conduites par la Vierge. Alors on voit que dans ce décor, Maignan a vraiment choisi des tonalités très lumineuses, des rouges, des roses, des bleus azur, qui montrent en fait sa fascination pour l'art de Tiepolo, ce grand maître de la cité vénitienne du XVIIIe siècle, qui était justement un grand spécialiste dans les décors de plafond. Maignan admire beaucoup cet artiste et il va puiser dans ce modèle pour réaliser son décor. D'autre part, on voit également ici, vous voyez en noir, Saint Vincent de Paul, qui accueille les filles de la charité. Ce sont des religieuses dont nombre d'entre elles sont mortes dans cette catastrophe. On a ici le groupe des anges qui tiennent les instruments de la Passion, la colonne et la croix, que l'on retrouve dans cette magnifique étude avec un très beau coloris. Vous voyez des belles variations sur des violets. Et on voit également la virtuosité de Maignan pour représenter des personnages vus par en dessous dans des poses complexes, des figures volantes qui là aussi s'inspirent de l'art du XVIIIe siècle de Tiepolo, mais aussi du modèle de la Renaissance qui est pour lui véronèse. Et puis enfin, en vert ici, on retrouve trois figures qui représentent les trois vertus, donc l'espérance, une femme à genoux en prière, la foi, une femme qui tient un calice, et la charité, une femme entourée de petits-enfants. Donc vous voyez, ça dessine tout ça un décor complet, ambitieux, très coloré, très virtuose, qui a largement contribué à faire de Maignan un des grands décorateurs de la Belle Époque. Nous nous trouvons aux côtés d'une esquisse en lien avec un autre décor très fameux d'Albert Maignan que l'on peut encore voir aujourd'hui, qui est facile à visiter. C'est le décor de la brasserie du Train Bleu à Paris, qui s'appelait donc à l'époque le buffet de la gare de Lyon. Alors en ce temps-là, les compagnies ferroviaires étaient privées et il y avait notamment le Paris-Lyon Méditerranée, le PLM comme on disait, qui avait aménagé donc la gare de Lyon à Paris et dont les voies ferrées descendaient jusque sur la Côte d'Azur. Pour l'exposition universelle de 1900, le conseil d'administration du PLM décide d'aménager une brasserie monumentale, un magnifique buffet, au sein de la gare de Lyon pour accueillir toute la clientèle, tous les visiteurs qui allaient voir, qui viendraient du sud de la France pour découvrir l'exposition universelle. Alors on sollicite plusieurs dizaines d'artistes pour réaliser ce décor, des peintres, des sculpteurs, et notamment Albert Maignan, auquel on commande donc un plafond circulaire dont vous voyez ici l'esquisse. Alors ce plafond, il évoque la Bourgogne. Pourquoi? Eh bien parce que le projet, c'était que chaque partie du décor évoque les différentes villes ou les différentes régions traversées par le chemin de fer. Donc Maignan choisit de représenter une sorte de ciel qui s'ouvre au-dessus de la tête du visiteur et dans lequel on découvre donc les richesses de la Bourgogne, c'est-à-dire bien sûr la vigne et le vin. On voit tout un peuple de paysans qui sont en train de récolter les raisins, des personnages qui sont vus par en dessous. Là encore une fois, on voit la virtuosité de notre artiste qui s'inspire des modèles de la Renaissance, bien sûr. Et puis on a ici un groupe de bourgeois qui sont en train donc de profiter joyeusement des plaisirs du vin. On a enfin ici un cartouche sur lequel est inscrit « En Bourgogne, joie demeure ». Donc vraiment une exaltation des plaisirs et de la joie. Ça, c'est vraiment un élément aussi très fort dans l'art de Maignan, notamment dans ses décors. Ce sont des images très gaies, très joyeuses, qui sont toujours mises en évidence. C'est un décor donc, que vous pouvez voir encore aujourd'hui à la gare de Lyon, dans le restaurant du Train Bleu, qui est tellement complet et tellement majestueux qu'on a été jusqu'à dire que le décor de cette brasserie, c'est vraiment la Sixtine de la Belle Époque.
Dans le décor de la gare de Lyon, on a vu Maignan nous offrir une vision idyllique du monde du travail, une vision idyllique du monde des campagnes. On peut voir au contraire que dans de rares toiles, mais des toiles impressionnantes et monumentales, l'artiste a au contraire posé un regard sans concession et très réaliste sur la réalité sociale de son temps, notamment sur le monde du travail. C'est notamment le cas de ce tableau assez unique dans sa carrière qui s'appelle La journée finie. Dans le courant des années 1890, Maignan avait été invité à Saint-Étienne pour réaliser le décor de la chambre de commerce de la ville, dans laquelle il va peindre le plafond et donner une vision, encore une fois, idéale du monde du travail, avec des ouvriers musclés et puissants qui, sur un mode prométhéen, réalisent les richesses de la ville. Mais quelques années plus tard, il va réutiliser ses études réalisées à Saint-Étienne, sa découverte des mines, des usines, pour peindre au contraire ce tableau terrible, qui va être qualifié par la critique de tableau socialiste d'Albert Maignan, un tableau qui s'appelle donc La journée finie, dans laquelle on voit donc de pauvres mineurs qui sont en train de quitter le carreau de la mine. On voit un monumental terril qui est en train de barrer la vue. On reconnaît le chevalement d'une usine ici. Vous voyez que cet univers étrange du monde de la mine est propice à la liberté du peintre qui fait s'élever des panaches de fumée. La touche est très très libre dans ce tableau, mais ce qui frappe le plus surtout, ce sont ces visages, c'est vraiment ces gueules d'ouvriers épuisés par le travail et vraiment aliénés par la dureté de la tâche et qui quittent épuisés, brisés, le carreau de la mine pour trouver un peu de repos à la fin de la journée. On voit Maignan, à l'exemple des peintres naturalistes, poser un regard réaliste sur son époque. Ce n'est pas seulement un artiste qui regarde le Moyen-Âge, les époques anciennes, il sait aussi s'intéresser à la réalité sociale de son temps et parfois poser dessus un regard critique. Ça ne l'empêche pas pour autant de mêler également son goût de l'imaginaire. On a sous les yeux ce qu'on peut vraiment qualifier d'une allégorie moderne, puisque l'on voit s'y rencontrer à la fois une figure contemporaine, le personnage ici à gauche, c'est un poète, un écrivain, et à droite, une figure imaginaire qui représente l'absinthe. Ce tableau s'appelle La Muse verte, et c'est aujourd'hui peut-être un de ces tableaux les plus célèbres qui condamne donc ici l'addiction à l'alcool et plus précisément à l'absinthe qui faisait évidemment des ravages dans le monde culturel, dans le monde des artistes et des poètes. Notre écrivain, comme vous le voyez, il a laissé ses écrits et il est sans doute pris d'un moment de doute, de désespoir, puisqu'il est en train de précipiter toute son œuvre, tous ses écrits dans le poêle. Il est en train de détruire toute son œuvre. Il est pris de convulsions, de douleurs, de souffrances face à cette femme qui est en train de jouer avec son esprit, cette femme qui flotte comme une espèce de génie du mal, cette figure vénéneuse, vous voyez, avec ce vert tellement marquant de l'absinthe. Et puis, malheureusement, vous voyez cette ouverture que représente cette fenêtre, avec au loin la silhouette sans doute de Notre-Dame. On a du mal à imaginer que ce ne soit pas l'issue tragique de cette scène dans laquelle notre pauvre écrivain pourrait être conduit à se suicider, à se jeter par la fenêtre. C'est un tableau vraiment très très fort de Maignan, un regard moderne sur les choses, mais qui en même temps sait solliciter la grande tradition de l'allégorie pour la rendre moderne, pour la réactualiser. Une des grandes originalités de la carrière de Maignan, c'est qu'il est un des tout premiers artistes à s'être intéressé au fond marin. Alors évidemment, quoi de plus traditionnel dans la peinture que de représenter la mer, mais c'est toujours la mer vue par au-dessus. Maignan est peut-être le premier artiste à nous montrer la mer vue par en dessous. Il a une fascination à partir des années 1880, vraiment un sujet qui l'obsède et il le couche dans son journal, il l'écrit, il le redit dans son journal intime, ce sont les fonds marins.
L'idée lui vient lors d'un voyage en Bretagne où il voit échouer sur la plage la faune et la flore marine, notamment des algues aux couleurs et aux formes un peu surréalistes. Et donc l'idée lui vient de produire un tableau qui se passerait sous les eaux. On va le voir donc aller planter son chevalet et poser ses toiles dans des aquariums pour étudier avec soin les algues, les étoiles de mer, les bénitiers, les coquillages, les coraux, les poissons, et les représenter vus par-dessous les flots. Tout ce long travail qui va l'occuper va aboutir à un grand tableau qui malheureusement est perdu aujourd'hui, qui réapparaîtra peut-être un jour, mais que l'on connaît grâce à cette très poétique et très colorée esquisse conservée dans le fond du musée de Picardie. C'est une composition qui s'appelle La naissance de la perle, dans laquelle donc Maignan a mis en scène de manière très convaincante un fond marin. Donc c'est vraiment ce à quoi ont servi toutes ces études, toutes ces esquisses faites sous les eaux qui permettent de reconstituer le fond marin comme un véritable royaume enchanté, si je puis dire, avec des couleurs très vives, et dans laquelle donc on voit une femme qui est dans un coquillage, qui représente en quelque sorte une huître, et une sorte d'ondin est descendu sous les eaux. C'est peut-être même une allégorie de la lumière, on ne sait pas trop, qui aurait percé l'eau et qui viendrait toucher par un baiser cette femme sous-marine, et c'est de là que naîtraient les perles. Donc on voit Maignan ici presque inventer une sorte de mythologie très poétique dans une composition dans laquelle on retrouve son goût pour des couleurs vives, joyeuses, son amour pour les figures vues par en dessous, les figures volantes, et en même temps une poésie et un véritable érotisme incontestable qui nous donne vraiment envie un jour de redécouvrir le grand tableau. Dans la dernière décennie de sa carrière, dans les années 1900, Maignan explore pleinement le thème de la vie moderne, de la vie de la bourgeoisie contemporaine et de ses occupations. On le voit notamment dans ce tableau, le monde du spectacle. Il prend en quelque sorte la suite des peintres impressionnistes dont il admire le travail, et il se plaît à explorer les ressorts plastiques, picturaux et poétiques du monde contemporain. Ce tableau, c'est une œuvre qui porte le titre Adagio appassionato, et elle illustre donc un concert dans la salle du Conservatoire de Paris où Maignan avait ses habitudes. Cet artiste était un grand amateur de musique, il en parle dans son journal intime, et donc on voit ici, encore une fois c'est très inspiré de la peinture impressionniste, non pas bien sûr les musiciens, ce qui se passe sur la scène, mais les personnages, le public qui écoute la musique. C'est comme vraiment une suite de portraits, de figures dans différentes poses, des visages très étudiés à droite ou au premier plan, qui ont l'air d'être captivés par la musique. Bien sûr, Maignan, quand il peint ce tableau, il pense à Degas également, qui s'était fait une spécialité de ce genre de cadrage et de ce genre de mise en scène. La grande originalité d'une peinture qui se passe dans un théâtre, ce sont les éclairages, c'est une lumière qui vient par en dessous. Ça, c'est quelque chose d'inhabituel dans la peinture, ça crée des effets surprenants. Et puis également l'éclairage électrique, cette lumière artificielle qui fait ressortir ces couleurs également étonnantes, ces verts canards, ces oranges un peu acides. Tout ça donne une poésie assez étonnante à ce tableau, et encore une fois assez inattendue par rapport à l'image que l'on se fait d'Albert Maignan. Comme on le voit, c'est un artiste qui explore aussi bien son époque, le monde bourgeois, le monde des ouvriers, que le passé lointain, que le monde de l'imaginaire. On a vraiment affaire à un artiste animé par un désir sans borne de créer et d'inventer. De tous les décors réalisés par Maignan, celui dont le musée de Picardie conserve le plus d'esquisses, de dessins, d'éléments préparatoires, c'est vraiment le décor de l'Opéra Comique. Donc c'est une grande salle de spectacle que l'on peut voir encore aujourd'hui, pour laquelle donc Maignan a été sollicité aux côtés, encore une fois, de très nombreux artistes pour réaliser le décor de ce lieu. On confie à Maignan le décor du foyer, du grand foyer de l'Opéra Comique, où l'artiste donc va réaliser à la fois le décor du mur du fond et le décor du plafond.
Alors, sur le plafond, Maignan reconvoque une idée qu'il avait déjà développée dans le grand tableau des voix du tocsin, c'est-à-dire de donner une forme plastique et visuelle au son. Il choisit de représenter dans le plafond ce qu'il va appeler la ronde des notes, c'est-à-dire une représentation de 7 personnages, de 7 génies, vus par en dessous, 7 figures volantes qui incarnent les 7 notes de la gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, en train de jouer donc sur la portée de musique en agitant des cloches qui représentent les différents sons. Là, encore une fois, Maignan s'inspire de la peinture vénitienne, de Véronèse ou de Tiepolo. Et on a ici une expression absolument magnifique et vraiment très aboutie de tout ce talent. Il s'agit de la note Si, une figure volante représentée dans une pose de contorsion extrêmement complexe à représenter, un raccourci splendide. On imagine la difficulté qu'a eu le modèle à tenir cette pose. Il est possible que Maignan ait utilisé des photographies. Et donc c'est un travail superbe au crayon, à la craie, pour donner toute cette dynamique. C'est un tableau qui résume magnifiquement l'art de notre peintre, la force de son imaginaire et en même temps la virtuosité des poses qu'il donnait à ses figures. Maignan, on l'a dit, c'est un grand créateur, c'est un amoureux de la peinture, mais il a voulu aussi explorer d'autres univers artistiques et plastiques, notamment la tapisserie. Alors il faut savoir que la période où se déroule notre histoire, la Troisième République, c'est véritablement une période d'âge d'or de la tapisserie. Les administrateurs des Gobelins avaient vraiment l'intention de relancer cette grande tradition française, héritée du Moyen-Âge, héritée du règne également de Louis XIV, en commandant de grandes suites, de grandes tentures pour les nombreux bâtiments publics qui étaient construits en ce temps-là à Paris et en région. Alors Maignan va être sollicité à plusieurs reprises donc pour donner des cartons, c'est-à-dire des modèles qui seraient ensuite transposés par des lissiers dans l'art de la tapisserie. On a sous les yeux une première commande, un prêt donc du Mobilier National qui est le propriétaire de ces cartons de tapisserie, une première commande pour le tribunal de commerce de Paris. C'est une allégorie, on le voit, dans un esprit un peu Louis XIVien, avec une figure monumentale qui domine la composition. Il s'agit de la justice, on la reconnaît, elle tient la balance et elle est accompagnée de Mercure, le dieu du commerce, qui est en train de désigner des richesses, un contrat, des productions, de l'orfèvrerie, des bijoux, du textile, toutes sortes de richesses. Et puis on a dans la partie inférieure ici, vous voyez deux poutis qui sont en train de se serrer la main en signe de contrat, au-dessus des armes de la ville de Paris, où l'on reconnaît donc la nef, le navire de Paris, que l'on retrouve derrière la figure de la justice. Et puis en haut, à droite, vous reconnaissez peut-être également le dôme du tribunal de commerce de Paris que l'on peut voir encore aujourd'hui sur l'île de la Cité. Alors vous voyez une composition qui montre que c'est un peu le premier coup d'essai de Maignan dans l'art de la tapisserie parce qu'il a fait quelque chose que normalement il ne faut pas faire dans la tapisserie, c'est-à-dire qu'il a multiplié les plans. Vous voyez, on a un premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan. C'est quelque chose qui est très difficile en fait pour les lissiers à transposer dans la tapisserie. Vous avez ici la commande que Maignan va recevoir par la suite. Cette fois-ci, vous voyez, avec des figures plus frontales. Ce sont 2 des 4 figures que Maignan réalise pour l'ornement de la chambre de commerce de Saint-Étienne. Elles représentent les richesses créées dans cette ville. Ici, on a la soie, représentée donc par une femme. Ici, le verre. Et nous avons également la houille et le fer. Alors là, Maignan a mieux compris le principe de la tapisserie, c'est-à-dire une figure plutôt frontale, ne pas multiplier les plans, et puis donner beaucoup d'importance également à la bordure. Dans l'art de la tapisserie, le rôle du cadre est joué par la bordure, et donc on voit Maignan ici qui réalise avec beaucoup de soin toutes sortes d'éléments décoratifs inspirés de la nature, très bien étudiés, des pommes de pin, vous voyez, des fougères, des fleurs, qu'il avait l'occasion de peindre dans son jardin, dans sa villa, et qu'il réutilisait ensuite dans ses compositions. Ici, la soie, vous voyez, c'est une femme élégante avec une très belle robe qui montre des tissus. Et puis ici, le verre, une femme qui porte cette belle robe bleue et qui est en train de regarder la transparence de cet objet en verre.
Donc les tapisseries de Maignan aujourd'hui, elles sont toujours en place et on peut toujours les admirer dans la Chambre de commerce de Saint-Étienne, dans le Tribunal de commerce de Paris, mais également au Sénat à Paris, dans lequel il a réalisé un dernier décor inspiré des Métamorphoses d'Ovide. Voilà, j'espère que cette exposition vous a plu. Merci d'avoir suivi cette présentation. Et donc vous avez jusqu'au 4 janvier pour vous rendre au musée de Picardie pour découvrir donc ce grand projet dédié à Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque, un projet considérable pour notre établissement puisque c'est vraiment un travail de révélation de la richesse de son fonds d'atelier que nous avons voulu offrir. Il y a 350 œuvres dans ce projet, des prêts de nombreux musées, du musée d'Orsay, du musée d'Angers, de Lyon, de Reims, de Rouen, et de Saint-Étienne et de tant d'autres, mais également toutes sortes de richesses sorties de nos réserves, des dessins préparatoires, des esquisses. Un très grand nombre d'œuvres ont été restaurées pour l'exposition. Plus de 70 tableaux sont présentés, restaurés avec un regard neuf et très coloré sur ces œuvres. Donc on est vraiment très fiers de présenter ce projet. Vous pourrez également le découvrir en deuxième étape dans la patrie d'Albert Maignan au musée de Tessé, au Mans, à partir du 11 avril 2026. Donc venez nombreux découvrir la richesse de la carrière de ce peintre de la Belle Époque.